Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Je suis à titre perso un tout petit peu rouillée parce que ça fait pas très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, mais c'est le genre de période où j'ai fait pas mal de choses, je suis partie, je suis revenue à droite à gauche, etc. Et donc du coup j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, alors qu'en vrai ça fait pas si longtemps que ça. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est un update, peut-être même que je vous l'ai déjà dit au début, je ne sais plus, la chaleur n'aide pas non plus. Il est temps que je commence à vous parler des livres que j'ai lus au mois de juin, parce que j'ai quand même pas mal lu au mois de juin, et malheureusement ça s'explique par une seule raison, j'ai pas mal lu parce que j'ai pas mal abandonné 2 livres dans cette update, il y en a qu'un que j'ai terminé. Alors pour le coup, celui que j'ai terminé, franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça génialissime, mais les 3 autres, c'est 3 échecs total, cuisant, tout ce que vous voulez, c'est une catastrophe. On va commencer par le premier du coup, c'est logique, et c'est dans l'abandon. C'est L'homme au cercle bleu de Fred Vargas, qui pour moi est victime d'un problème d'étiquetage de l'époque. Je m'explique. Ici, ce livre est censé être un policier écrit par une femme. Jusque-là, pas de problème, en 2026, c'est ok, enfin je veux dire, on n'a plus aucun souci sur les genres des livres et les genres des écrivains-écrivaines, c'est ok, tu vois. Sauf que, alors c'est mon avis personnel, tout ce que je vais dire, je l'ai pas vérifié et je pense pas que ce soit réellement documenté, mais ce livre a été écrit dans les années 90, je pense. Voilà, l'édition que j'ai entre les mains date de 96, donc il a été écrit avant ça. Et je pense qu'on parle d'une époque où, de 1, les femmes n'avaient pas vraiment le droit d'écrire du policier thriller, dans le sens où les maisons d'édition n'étaient pas forcément très chaudes pour les publier, pas parce qu'elles voulaient pas, mais parce que ça ne se vendait pas. Donc déjà, on a une femme, ici, Fred Vargas, qui publie, je sais pas si c'est son vrai nom, Frédéric, c'est possible que ce soit le cas, mais dans tous les cas, le nom est arrangé de manière à ce qu'il semble masculin. Et c'est pas mal le cas de beaucoup de femmes de l'époque, Robin Hobb pour ne citer qu'elle dans un autre genre d'ailleurs, mais vous voyez, les femmes qui écrivaient dans des genres dits masculins publiaient soit sous des noms de plumes, je sais pas si c'est le cas de Fred Vargas, mais en tout cas sous des noms qui font plus masculin. Genre elle s'appelle pas Ginette, tu vois, parce que Ginette, tout le monde sait que c'est féminin, donc ça se vend pas, parce que dans l'inconscient collectif de l'époque, les femmes ne savent pas écrire ça, et donc on n'achète pas des policiers thrillers ou de la fantasy écrits par des femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que ça, bah c'est pas un policier pour moi. C'est du contemporain. Et c'est pas grave, c'est ok, mais je vois pas pourquoi c'est catalogué de policier. Alors, j'ai lu 67 pages, donc vous allez me dire, peut-être que l'enquête démarre après, mais il y a des contemporains qui ont des enquêtes dedans et c'est considéré comme du contemporain. Genre Apineski, j'ai lu les 3 tomes, je vous ai pas encore parlé du 3e, mais ça va venir parce que je suis en retard. Apineski, c'est du contemporain, c'est même limite considéré comme de la chiclite. Pourtant, il y a des enquêtes dedans. Vraiment, les personnages principaux, qui ne sont pas du tout des enquêtrices d'ailleurs, ou des journalistes, enquêtent sur ce qui se passe dans le voisinage, et on n'est pas sur le chien du voisin a disparu, on est vraiment sur des enquêtes quasiment criminelles, enfin, genre vraiment, tu vois. Donc, c'est pas parce qu'il y a une enquête que c'est considéré comme du policier. Et ici, bah à la page 67, on nous présente l'enquêteur et la vie de l'enquêteur et l'historique de la carrière de l'enquêteur et la vie de l'enquêteur et l'enquêteur et on s'en fout. Non mais vraiment, je vous jure, j'en ai rien à carrer de la vie de l'enquêteur, de son historique de carrière, je m'en fous. Et au milieu de toute cette truc de la vie de l'enquêteur qui s'appelle je ne sais même plus comment, on a effectivement des choses bizarres qui se passent dans la ville, des cercles bleus avec des trucs dedans, il y a un mystère autour de ça, et on va retrouver une femme morte. Ça fait longtemps que j'ai lu ce livre, mais je crois que c'est ça. On retrouve une femme morte, et alors vous savez quoi? Rien à carrer du cadavre. On n'en a rien à faire, mais quand je vous dis rien à faire, on continue à nous parler du petit quotidien de l'enquêteur, il arrive, et puis il nous fait l'historique de quand il a rejoint cette gendarmerie-là, et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie avant, et puis il remonte, on s'en fout. Le cadavre, il est là devant tes yeux, fais quelque chose, enquête, je sais pas. Vraiment, j'avais envie de prendre le personnage et de le secouer comme ça, de lui dire, mais gars, fais quelque chose qui m'intéresse, parce que ta vie, vraiment, je suis désolée, mais je m'en fous, en fait.
Et pour moi, ça, c'est du contemporain. Si on passe beaucoup plus de temps à me parler de l'historique de l'enquêteur, sa carrière, sa vie de famille, qui il a rencontré, qu'est-ce qu'il a fait avant, et pas ce qu'il fait maintenant au quotidien, ce sur quoi il enquête, c'est pas du policier en fait. Encore une fois, peut-être qu'après, ça va démarrer l'enquête. Mais où je me suis arrêtée, en fait, j'en viens à détester le personnage principal parce que je m'en fous, je m'en carre de tout ce que vous voulez de sa vie. Et je trouve ça irrespectueux d'être littéralement ou quasiment littéralement face au cadavre par terre et d'être en mode oui, alors du coup, quand j'avais 22 ans, respecte-la, essaye de prendre des éléments et d'enquêter pour savoir ce qui lui est arrivé à cette pauvre personne. On s'en fout de ce que t'as fait la première fois que t'as vu un cadavre quand t'avais 21 ans. Non mais vraiment, j'en ai rien à faire. J'étais en mode, mais c'est pas ça que je veux lire. Et je pense que je me suis autant agacée moi-même parce que Fred Vargas, moi, je la vois comme un grand nom du policier. Et je me retrouve face à ça qui, selon moi, n'est pas du policier. Comment ça peut être un grand nom du policier alors que ça, c'est pas un policier? Alors après, c'est son premier livre. En tout cas, c'est le premier de cette saga-là avec cet enquêteur-là. C'est assez comique d'ailleurs parce que j'ai vu ensuite Colline en parler de Fred Vargas dans ses favoris du mois de mai ou du mois de juin, je ne sais plus, mai je crois, parce qu'elle adore Fred Vargas, elle la lisait beaucoup avant et puis elle a récemment racheté un Fred Vargas et relu du Fred Vargas et elle dit c'est génial, j'adore et tout. Et moi j'étais en mode bah ouais, bah, j'ai lu son premier, franchement c'était pas ouf. Alors peut-être que ceux qu'elle a écrits après sont plus des policiers que celui-ci, mais celui-là, vraiment... En fait, je me suis agacée et après le personnage principal, et après ce qu'il fait, et après la narration, et après l'autrice. Donc à un moment donné, ça sert à rien que je continue, quoi. J'ai l'impression que vous étiez un peu de travers, je vous ai à peu près remis droit, je sais pas si c'est mieux ou si c'est pire. En fait, mon trépied, la bulle de mon trépied, elle dit n'importe quoi, la bulle, elle est censée dire quand c'est droit, et elle dit c'est droit, et elle est carrément comme ça. Donc en fait, je peux vérifier. Mais bref. Je vous ai à peu près remis droit. Je sais pas si c'est mieux ou si c'est pire, mais on va continuer comme ça et on va enchaîner avec le livre que j'ai terminé et que franchement j'ai adoré. C'était trop cool. Il s'agit de Un piano par la fenêtre, donc le club des voleurs de piano, pardon, le tome 1, Un piano par la fenêtre de Paul Beaupère. C'était trop cool, j'adore. Ce livre réunit tout ce que j'aime et ça l'a fait. C'est pas parce qu'un livre réunit tout ce que j'aime que j'adore. Il y a des fois ça matche pas. Mais là, franchement, c'était trop cool. On est en jeunesse avec un jeune garçon qui se retrouve entouré que d'adultes. Et ça, j'adore vraiment. Dans le Paris des années 20. Voilà, donc on est dans l'après-guerre où tu sens que les gens sont en mode ok, la guerre est finie, let's go, on est libre, c'est parti. Mais il y a il y a déjà aussi des séquelles de la guerre en mode la pauvreté, le deuil, des gens qui sont morts, qui sont partis, qui sont plus là, etc., etc. Donc il y a déjà cette partie-là. Et il y a un petit côté retenu en mode ok, la guerre est finie, mais on sait pas ce qui peut nous tomber sur le coin de la gueule encore, du coup. Donc on va pas non plus trop... Vous voyez, on sent cette ambiance-là à Paris. Et donc on va rencontrer plusieurs personnages. Déjà la scène d'ouverture du livre, c'est tous nos personnages qu'on va suivre, donc qui sont là sur la couverture. Donc un petit garçon, sa mère, deux de ses oncles et une de ses tantes. Voilà, on les suit, ils sont sur les toits de Paris et ils font tomber littéralement un piano par la fenêtre d'un immeuble. Voilà, et donc évidemment ça fait beaucoup de bruit, ça rameute les policiers du quartier, etc., etc. On est en pleine nuit, hein, je sais pas si je l'ai dit. Et donc ils s'enfuient sur les toits de Paris, poursuivis par les policiers. Et voilà, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils font là, comment ils sont arrivés là. Et ensuite on va revenir en arrière et on va avoir l'historique de ces personnages-là, comment ils sont arrivés à Paris, comment ils se sont rencontrés. On découvre que le petit garçon appelle oncle machin, oncle bidule, alors que c'est pas ses oncles, ils ont pas de lien de sang. Ils se sont rencontrés, ils se sont rapprochés, et donc par facilité, l'enfant les appelle oncle et tante, mais il n'y a aucun lien. Et donc en gros, chacun vient d'un endroit différent. Le petit garçon et sa mère viennent de New York, il me semble. On a une jeune femme qui vient d'Angleterre, qui a fui l'Angleterre pour fuir un mariage forcé, en gros. On a un homme qui vient de Russie, et l'autre, je sais plus.
d'où il vient, mais en fait il n'y en a aucun qui est français, il n'y en a aucun qui vient de France ou de Paris. Ils ont tous immigré à Paris et c'est un peu en mode le rêve parisien, c'est pas le rêve américain, mais c'est un peu l'idée, vous voyez. Ils sont là en mode ça va être un nouveau départ et ce qui les rassemble c'est la musique. Chacun a un lien avec la musique, ils jouent quasiment tous d'un instrument de musique et la mère de notre personnage principal chante. Et donc voilà, ils vont tous se rejoindre dans un café un peu par hasard et ils vont proposer au propriétaire du café de faire des représentations dans le café, donc de chanter tous les vendredis et tous les samedis. Et donc voilà, les choses vont se mettre en place comme ça et on les suit jusqu'à savoir pourquoi ils sont venus à faire tomber un piano par la fenêtre d'un des bâtiments parisiens. Enfin, c'est quand même chelou. Voilà, on les suit là-dedans et franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper cool. Et ouais, la même histoire dans le Paris des années 40, ça aurait pas fonctionné pareil. Les personnages sont vraiment cool. Le personnage principal, donc le petit garçon, il a ce côté un peu enfantin, émerveillé par tout ce qu'il voit et ce côté très positif qu'ont les enfants en mode vous inquiétez pas, ça va aller, ça va le faire et tout. Et en même temps, c'est un petit garçon qui a vu la guerre, alors d'un peu loin parce que lui il était aux États-Unis quand ça s'est passé, mais quand même, tu vois, il est tout seul avec sa mère, donc voilà. Il y a des raisons qui font qu'il est tout seul avec sa mère, c'est pas non plus, il a pas non plus une vie toute rose, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il a un équilibre en lui de côté enfantin et en même temps la réalité qu'il connaît quand même assez bien pour son âge, je trouve. Et les adultes qui, c'est un peu l'inverse en fait. Chaque adulte, ce sont des adultes donc ils connaissent les difficultés de la vie. Il y en a qui ont fait la guerre littéralement, qui sont revenus, etc. etc. La jeune femme a fui son pays et fui sa famille qui voulait la marier à un homme beaucoup plus vieux qu'elle et absolument détestable d'ailleurs. Donc voilà, ils ont chacun un passif assez lourd, assez dramatique, mais ils s'évadent grâce à la musique et ils ont ce côté artiste en fait, et un peu léger si on veut. Et franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a un tome 2 et il faut que je me renseigne sur ce qu'a fait d'autre l'auteur parce que franchement, j'ai adoré. Pour le livre suivant, je vais faire attention à ce que je dis parce que c'est un sujet délicat, que je veux pas dénigrer le livre. Je pense qu'une des raisons principales qui fait que j'abandonne un livre, c'est que je ne m'attache pas au personnage. Si je ne m'attache pas au personnage principal, je n'arrive pas à suivre ce qui se passe et à avancer avec elle, avec lui, avec eux. Et là, c'est le cas en fait. J'ai rien contre l'autrice, j'adore l'autrice même. Je trouve la thématique vraiment cool. C'est juste que je n'ai pas réussi à comprendre le personnage. Je n'ai pas réussi à m'imaginer à sa place. Je n'arrive pas à m'attacher à elle. Et donc, je n'arrive pas à lire le livre. Ce livre, c'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Ici, on y parle de handicap. On va suivre une jeune fille, donc le prologue, c'est l'accident. Elle a un accident de voiture avec sa mère, il me semble. Et elle ressort handicapée de cet accident de voiture. Je pense que c'est dit dans le résumé, mais moi, je ne vais pas vous donner le handicap qu'elle a. Et donc voilà, on la retrouve quelques mois plus tard et déjà je pense que ça n'aide pas. C'est-à-dire qu'on a la scène de l'accident et on la retrouve peut-être 6 mois plus tard quand la rééducation est terminée. Elle a eu toutes ses opérations, tout ce temps à l'hôpital, etc., etc. Et on la retrouve où elle doit retrouver son quotidien. Sauf que moi je connais pas son quotidien d'avant puisqu'on l'a pas eu dans le livre, on n'a pas de retour en arrière non plus. De deux, j'ai pas eu son parcours de vie, j'ai pas eu ce qu'elle a vécu à l'hôpital, les longues heures d'attente, la douleur, les opérations, la rééducation, j'ai pas eu tout ça, j'ai pas vécu tout ça avec elle. Je la retrouve juste en mode un peu ronchon, à essayer de récupérer son quotidien, à voir ses amis qui font autre chose et qu'elle, elle peut pas faire. Je l'avais dit en vlog, il me semble à l'époque, la première scène est ultra marquante, c'est-à-dire que l'une des premières choses qu'elle fait quand elle rentre chez elle, c'est quelque chose... en fait, elle change quelque chose de physique sur elle parce que avec son handicap, ça va être plus simple de changer ce truc-là. Et c'est un changement fort, qui plus est pour une femme. Et bon, oui, elle le vit pas super bien, elle essaye de faire genre, il y a ce côté aussi un peu ado rebelle et tout se mélange un petit peu.
Et en fait, au bout d'un moment, donc j'ai lu 73 pages, et au bout d'un moment, j'étais en mode, ça ne m'intéresse pas. Peut-être autour de la page 50, je me suis dit, en vrai, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de le lire. Mais j'ai continué pour deux raisons. J'ai continué parce que c'est Marie Pavlenko et que j'adore Marie Pavlenko, vraiment. Et j'ai continué parce que, au fond de moi, j'étais en mode, Audrey, tu ne peux pas abandonner un livre qui parle de handicap, c'est grave. D'accord, mais lire un livre jusqu'au bout que je n'aime pas juste parce qu'il parle de handicap, je suis pas sûre que ce soit mieux. C'est un peu la même problématique que j'avais rencontrée quand j'ai abandonné des romances MM. C'est pas parce que je lis pas une romance MM que je suis homophobe en fait, c'est juste pas fait pour moi. Il y a des genres, il y a des styles, il y a des personnages que je n'arrive pas à suivre, il y a des livres que je n'arrive pas à lire, et c'est pas grave, tu vois. Je peux me forcer à lire le livre juste parce qu'il parle de handicap. Oui, il parle de handicap, mais j'arrive pas à m'attacher au personnage, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle vit, je n'arrive pas à m'imaginer à sa place, je n'arrive pas à avoir d'empathie pour elle, c'est terrifiant, mais je n'y arrive pas. Et je n'arrive pas à savoir comment je vivrais les choses si j'étais à sa place, parce que j'ai pas assez de détails sur ce qui lui est arrivé. Elle a eu un accident, ok, elle a maintenant un handicap, ok, mais en fait, j'ai pas assez d'éléments pour comprendre réellement à quel point ce changement a bouleversé sa vie. Je me doute que ça a bouleversé sa vie. Mais je sais pas c'était quoi sa vie avant, je sais pas quelles étaient ses ambitions, quels étaient ses rêves, quels étaient ses projets, et qu'est-ce que cet accident est venu couper. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à comprendre ça. Encore une fois, j'ai pas non plus eu toutes ces semaines, tous ces mois à l'hôpital avec les opérations, les visites, les gens qui viennent. J'ai pas eu tout ça en fait. Tout ce que j'ai, c'est cette fille qui rentre chez elle et qui s'enferme dans sa chambre et qui ne veut plus voir personne. Et voilà. Mais je ne sais pas. Vraiment, je ne comprends pas. En résumé, on nous explique qu'elle va recroiser un jeune garçon qu'elle avait, avec qui elle était en primaire, il me semble. Et apparemment, ils vont faire un truc tous les deux. Sauf qu'en fait, à la page 73, bah, tout ce que j'ai, c'est une personne qui se plaint. Alors, ok, elle a vécu des trucs terrifiants et elle a le droit de se plaindre. Mais c'est pas parce qu'elle a le droit de se plaindre que moi, je dois lire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a le droit de se plaindre. Comme tout le monde. Enfin, je veux dire, ok. Elle a en plus plein de raisons de se plaindre et de pas être contente. Ok. Mais moi, je suis pas obligée de lire ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, je suis très déçue par ce livre. Vraiment, j'ai insisté. Hein. J'étais en mode, ça ne va pas. J'ai pas envie. J'ai pas envie de lire. J'ai pas envie d'y retourner. Je le fais rarement, mais là, je me suis quand même un peu forcée. Mais au bout d'un moment, je peux pas me forcer jusqu'au bout. Enfin, ça fait 300 pages. Je suis à la page 73. J'ai pas envie, quoi. Ouais, ça fait 305 pages. Mais avec moi, ça ne l'a pas fait. Et je suis vraiment déçue parce que j'en attendais beaucoup quand même, quoi. Bon, pour le dernier livre, ça va être compliqué. Je recommence parce que je n'arrive pas à expliquer pourquoi j'ai abandonné ce livre. Mais le livre, c'est Colloque avec mon ennemi de Mélodie Chavin. Je l'avais commencé il y a peut-être 1 an ou 2. Je l'avais mis de côté et là, je l'ai repris. Je ne l'ai pas recommencé depuis le début, je l'ai repris. Puis je me suis dit, ouais, non, ça va pas. J'ai relu le début et vraiment, la manière dont le personnage pense me dérange. J'ai du mal à dire qu'un livre est mal écrit. Peut-être que j'ai déjà pu le dire, mais en vrai, je trouve que c'est subjectif. C'est comme pour tout dans la vie. Un t-shirt que je vais trouver beau, les gens ils vont trouver moche, et inversement. Et un livre que je vais trouver pas très bien construit, pas très bien fait, il y a des gens qui vont adorer, qui vont le dévorer et qui vont trouver ça génial. Je trouve que c'est pareil pour bien écrit, mal écrit, voyez. Mais là, je n'aime pas la manière dont le personnage pense. Plus les dialogues que je trouve lunaires également. Mais en fait, quand tu écris un livre à la première personne, ça veut dire qu'on est tout le temps dans la tête du personnage. Et que tout ce qu'il y a écrit, c'est ce que pense le personnage. Et il y a des choses que tu ne penses pas. Je vais vous lire le premier paragraphe. Et moi, je trouve que ça, personne ne se dit ça dans sa tête. C'est pas vrai. New York, début juin.
Notre Master of Music and Graduate Diploma enfin en poche, nous terminons de préparer nos cartons avec ma meilleure amie. Je peine à réaliser que nos 6 années d'études à la Juilliard School sont enfin terminées. Le temps a filé si vite. La cérémonie de remise des diplômes fut riche en émotions pour tous. Vous vous parlez comme ça dans votre tête, vous? Non mais vraiment, peut-être c'est moi qui suis débile, mais moi je fais pas ce paragraphe-là dans la tête. Déjà, rien que le New York début juin, vous dites ça dans votre tête, vous? Ça, tu peux l'écrire au-dessus, avant de démarrer le paragraphe du chapitre, pour nous situer, nous, lecteurs-lectrices. Mais le personnage qui se parle dans sa tête, il a pas besoin de dire New York début juin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'étais en mode, mais qui se parle comme ça dans sa tête? Qui fait ça? Enfin, je sais pas, je trouve que la manière dont c'est fait, ça me dérange, vraiment. Et après, les dialogues. C'est le genre de dialogues qui ne sont pas réels. C'est-à-dire que c'est écrit comme ça, parce que c'est écrit comme ça, et parce que l'histoire fonctionne si c'est écrit comme ça, et ne fonctionne pas si les dialogues sont écrits autrement, mais dans la réalité, personne ne parle comme ça. Et il y a aussi un truc que je fais de temps en temps, je vais essayer de vous trouver un exemple, quand les personnages se parlent l'un à l'autre, voilà, là par exemple, vous voyez, on a les personnages qui se parlent, on a un paragraphe dans la tête du personnage, et le dialogue reprend. Et bien moi, ce que je fais régulièrement, et vraiment je le fais avec tous les livres de tous les genres, régulièrement, c'est que je lis pas le paragraphe au milieu. Je lis le dialogue, et après je reviens pour lire les paragraphes au milieu. Et si le dialogue ne tient pas, si t'as pas la réflexion du personnage dans la tête, c'est que c'est pas un bon dialogue. Parce que, par exemple, si on discute, vous et moi, que je me fais une réflexion, par exemple, je sais pas, on discute de ce qu'on va manger ce midi, et puis je me fais une réflexion dans ma tête, et je réponds à un truc qui a rien à voir avec la discussion. Vous allez me dire, meuf, je comprends pas ce que tu dis, on parlait du repas de ce midi, et toi t'es en train de me dire que t'as oublié de mettre tes chaussures. Ça n'a aucun sens. Vous allez avoir cette réaction-là, tu vois. Mais si un dialogue est écrit, le personnage en face, il sait très bien de quoi je parle. Et il me répond normalement sur mes chaussures, tu vois, alors qu'on parlait pas du tout de ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des fois, dans ta tête, tu pars loin, et quand tu réponds quelque chose, ça n'a rien à voir avec les discussions. Mais le personnage en face, ou la personne en face, elle sait pas de quoi tu parles, elle était pas dans ta tête, tu vois. Elle est pas lectrice du livre, donc elle sait pas. Donc elle est pas censée réagir correctement. Mais dans les dialogues, elle réagit correctement, normalement, parce que bah, c'est ok ce que tu lui dis, tu vois. Ça la choque pas plus que ça. Parce qu'on est dans un livre écrit. Et là, ça le fait. Ça le fait vraiment. Le personnage, dans sa tête, elle part hyper loin. Elle répond totalement à côté de la plaque. Mais en face, ça enchaîne. Ça répond, ça pose pas de problème. Le dialogue, il continue normalement. On est passé de A à Z. Aucun problème. Dans la vie, ça marche pas comme ça. Et je le fais avec vraiment beaucoup de livres. Et ça arrive régulièrement que le dialogue ne tient pas si t'enlèves les paragraphes du milieu, tu vois. Mais là, c'est chaque dialogue. Tous les dialogues sont comme ça. Vraiment, tous. Ils sont tous comme ça. Il n'y a rien qui va. Vraiment. Genre là, par exemple, je suis en train de lire un autre policier thriller. Et il y a pas mal de dialogues où nous, on est dans la tête du personnage qui réfléchit et qui assemble les choses dans sa tête. Et qui donc va dire quelque chose aux autres enquêteurs, tu vois. En mode, ah, mais peut-être qu'il se passe ci, il se passe ça. Parce que vous vous rappelez... Mais en fait, elle donne du détail. On a et ce qu'elle pense dans la tête, et dans ce qu'elle dit aux autres, cette personne, comment elle en est venue à cette conclusion-là, tu vois. C'est pas genre, elle pense dans sa tête, et elle dit, on va là-bas? Oui, on va là-bas. Mais non, ils ont pas eu le contexte. Eux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Eux, ils ont pas eu le contexte. Eux, ils ont pas lu ce que tu penses dans ta tête comme moi, la lectrice, tu vois. Les autres personnages, ils ont besoin que tu leur dises comment t'en es venu à te dire on va aller là-bas, poser des questions à machin, ça va nous aider. Un livre bien écrit, le personnage donne ce détail-là aux autres personnages. Un livre pas bien écrit, selon moi, c'est subjectif encore une fois, il n'y a pas cette mise en contextualisation pour les personnages autour d'elle, ils sont censés lire dans ses pensées, tu vois. Bah là, c'est le cas. Dans tous les dialogues, c'est le cas. Le personnage masculin, parce qu'on est dans une romance, réagit parfaitement bien, et il y a ça aussi, réagit parfaitement bien à ce qu'elle se dit dans sa tête. Il devine tout ce qu'elle se dit dans sa tête, c'est pas possible, vraiment, et il a à chaque fois les réactions qu'elle s'attend à ce qu'il est. Ça n'arrive pas dans la vie. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, il dit toujours ce qu'il faut quand il faut, il comprend toujours ce qu'il faut comprendre alors qu'elle n'a pas formulé les choses à voix haute.
et il a toujours les réactions qu'il est censé avoir selon elle. C'est impossible. Dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça n'est pas vrai en fait. C'est pas possible. Ça ne marche comme ça que dans un livre. Dans un livre écrit comme ça, tu vois. Et peut-être qu'à un autre moment, ça serait passé, que j'aurais pas relevé tous ces trucs-là, que j'aurais été en mode c'est ok, c'est l'été, c'est une romance, allons-y, let's go. Mais là, c'est la deuxième fois que je tente de lire, et ça ne passe pas. Donc à un moment donné, j'arrête. Je suis partie un peu loin dans cet update et il est un peu long. Bon, ce serait facile de vous dire que c'est à cause de la chaleur, mais c'est juste que j'avais envie de parler parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Voilà, écoutez, bref, je vais m'arrêter là pour éviter que cet update dure une demi-heure. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.